Italie, crise politique après le séisme, la démission du ministre de l'Intérieur refusée. Pologne, les syndicats ont gagné. Un reportage, l'implantation de solidarité dans une entreprise. Les Européens et l'approvisionnement en pétrole, André Giraud, ministre de l'Industrie, invité du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il pleut sur le Basilicate et sur la Campanie et le soir il commence à faire très froid. 200 000 sans-abri grelottent malgré une amélioration très nette des secours. Des secours encore mal coordonnés à tel point que le général commandant les unités militaires de secours dans la région d'Avellino estime que dans sa seule province il y aurait plus de 10 000 morts. Jusqu'alors les estimations n'avaient jamais dépassé les 5 000 morts pour l'ensemble de la région sinistrée. Mais le choc a atteint à son tour Rome, la tête politique du pays, qui est secouée par les accusations que nous avons été parmi les premiers à formuler. Tout va beaucoup trop lentement et le bilan des victimes s'en trouvera aggravé. C'est ainsi que le président de la République lui-même, Sandro Pertini, a fustigé avec émotion et courage l'action de certains des responsables. Cittadini superstiti di un paese dell'Irpinia mi hanno avvicinato, mi hanno detto: vede, i soldati e i carabinieri che si stanno prodigando in un modo ammirevole e commovente per aiutarci, oggi ci hanno dato la loro razione di viveri perché noi non abbiamo di che mangiare. Non erano arrivate a quelle popolazioni razioni di viveri. Quindi questi soccorsi, questi centri di soccorso immediati, se sono stati fatti, ripeto, non hanno funzionato. Vi sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio. E quindi chi ha mancato deve essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente dalla sua carica. Quelques minutes après cette allocution, le ministre de l'Intérieur démissionnait dans la nuit, mais le président du Conseil, Arnaldo Forlani, devait refuser cette démission dans l'après-midi d'aujourd'hui. Victor Vraiment à Rome. Il y a dans cette affaire beaucoup d'arrière-pensées, mais enfin, si le gouvernement italien, effectivement, n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est un problème politique. Par exemple, le petit parti radical demande la mise en accusation du chef d'état-major général des armées. Le président de la démocratie chrétienne et le commissaire extraordinaire du gouvernement dans les régions sinistrées ont dénoncé le ministre de la Défense, socialiste. Au lendemain du tremblement de terre, le ministre de l'Intérieur, Virginio Rognoni, parle à la télévision devant un public incrédule. Cette nuit, attaqué de toutes parts, il a démissionné. Seulement voilà, le président du Conseil, Arnaldo Forlani, a refusé la démission de son ministre. Il n'y aura pas de crise politique. C'est une véritable tempête, pluie et vent qui s'est abattue sur les régions sinistrées. Dans quelques jours, il est possible qu'il neige. Dans ces conditions climatiques épouvantables, les gens ne savent plus que faire. Des milliers de tentes ont été installées, mais il y a 200 000 sinistrés. Et puis, en hiver, la tente n'est pas une solution. Il faudrait des roulottes, des maisons préfabriquées. Les secours arrivent, mais il y a un problème de coordination. On a vu des militaires qui ne savaient pas où il fallait aller. On a vu des vivres et du matériel entassés, mais personne n'a expliqué à qui, à quel endroit ils étaient destinés. C'est évident, on insiste sur ce qui ne va pas, parce que cela a failli provoquer une crise politique. La réalité, c'est aussi et avant tout le dévouement des pompiers, des militaires, du corps médical, des carabiniers, des volontaires, et le mouvement de solidarité qui s'est propagé dans toute l'Italie. Oui, il faut savoir que ce soir encore, on dégage des rescapés sous les décombres. 65 survivants pour la seule matinée, dont 2 bébés en couveuse. Il faut aussi rendre hommage avec Victor Vraiment au magnifique élan de solidarité de toute la péninsule italienne. Et hors des frontières, on a retrouvé cet élan chez les immigrés, notamment en Allemagne et en Autriche, également en France, dans la région parisienne et en Lorraine. C'est là que nous voyons sur ces images le consulat se mobiliser et des centaines de dons affluer. D'une manière générale, l'aide française grossit. 170 militaires et marins-pompiers sont partis aujourd'hui pour Naples. 13 tonnes de fret les avaient précédés. Les monégasques, eux aussi, ont apporté leur contribution. Par ailleurs, les autorités italiennes ont décidé d'offrir le voyage à tous les immigrés italiens originaires de la région sinistrée. Voilà ce soir ce que nous pouvions dire sur ce drame qui nous a beaucoup émus et pour lequel vous avez été nombreux à nous adresser des messages.
Le deuxième regard que nous porterons à l'étranger sera pour la Pologne où une fois de plus on aura frôlé la rupture. Le syndicat Solidarité est en effet revenu sur sa menace de grève générale aujourd'hui. Il a obtenu satisfaction. Ses 2 adhérents arrêtés la semaine dernière ont en effet relâché. Ce sont eux que nous voyons ici. Bernard Rapp, vous revenez de ce pays qui vit en permanence sur le fil du rasoir. Alors comment peut-on expliquer les concessions du numéro 1, Stanislas Kania? Écoutez Patrick, moi ce qui m'a frappé au cours de ces 15 jours passés en Pologne, c'est la volonté réelle, tant du gouvernement que de Solidarité, de jouer la carte de l'apaisement. Alors la tension subsiste, on l'a vu, mais il y a une volonté vraiment réelle, je le répète, de jouer le calme, l'apaisant, de revenir à la normale. Voilà par exemple 10 jours que le gouvernement fait toutes les ouvertures possibles envers Solidarité. C'est la rencontre Kania-Walesa, impensable il y a un mois, qui a eu lieu. C'est aussi le remaniement ministériel qui était dans un sens souhaité par Solidarité. Ça n'est vraiment pas rien. De l'autre côté sont les appels au calme de l'Air Walesa, des appels au calme très répétés, et puis la conclusion rapide de grèves difficiles, délicates. D'ailleurs, l'Air Walesa me confiait il y a quelques jours qu'il fallait en finir avec la guérilla, car ça pouvait aller très loin, bien sûr. Alors il est sûr, en revanche, qu'il existe dans les 2 partis des durs. Côté Solidarité, ce sont les partisans du tout de suite, qui est absolument inacceptable par le gouvernement. Et du côté du gouvernement, ce sont les ultras qui recherchent la provocation. Et je crois qu'hier soir, chacun savait qu'il y avait un risque de provocation. Et ni M. Kania, ni les dirigeants de Solidarité, il faut le dire, n'ont fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. Donc d'où cet apaisement d'aujourd'hui. Alors vous êtes revenu avec plusieurs sujets qui ont l'avantage de mieux nous montrer concrètement ce que représente l'intrusion de Solidarité dans la vie économique et sociale polonaise. Alors regardez ce que sont les problèmes de l'installation dans une entreprise de Varsovie d'une de ces branches de ce syndicat. L'usine Polfa à Varsovie, l'une des principales unités de production de médicaments. Un secteur marqué par la pénurie puisque la plupart des pharmacies du pays manquent aujourd'hui de remèdes de base. 1600 ouvriers, en majorité des femmes, travaillent ici 6 jours par semaine. Il n'y a pas eu de grève à Polfa, comme d'ailleurs dans toutes les entreprises touchant à la santé en Pologne. En fait, Polfa est toujours apparue comme une bonne entreprise, soucieuse de réaliser son plan de production. Et pourtant, comme partout en Pologne, quelque chose a changé à Polfa ces 2 derniers mois. Un nouvel interlocuteur est venu briser le duo bien réglé que se jouaient depuis 30 ans la direction et le syndicat officiel. Aujourd'hui, Solidarité dans l'entreprise. De toute apparence, le directeur de Polfa n'y trouve rien à redire. En privé, il nous confiera quand même qu'il est affolé par le nombre de revendications qui ont atterri sur son bureau ces dernières semaines. Mais pour lui, la grande nouveauté, c'est l'animation qui règne maintenant dans son entreprise. Et surtout, il pense que Solidarité peut avoir de l'influence dans la course à la production. Un accord a même été signé dans ce sens avec le syndicat. Ainsi tout va bien, avec cependant quelques réserves. Impossible par exemple de connaître avec précision les effectifs des 2 syndicats. Solidarité affirme avoir récupéré 70% des adhérents de l'ancien syndicat officiel. Le syndicat officiel jure quant à lui que pas un adhérent n'a rendu sa carte. Il y aurait ainsi 140% de syndiqués à l'usine, c'est trop, même en Pologne. Autre problème, le contenu des revendications posées par Solidarité. Il s'agit de vraies revendications sociales, les premières. Il y est plus question de conditions de travail que de production. La direction n'est pas habituée à ce langage. Enfin, dernier problème, l'exercice même de la fonction syndicale par Solidarité. Le syndicat officiel, courroie de transmission du parti, dispose de bureaux et de moyens de fonctionnement. Solidarité, pour le moment, n'a aucun de ces moyens. L'Air Pritchek est délégué de Solidarité à Polfa. Il remplit ses fonctions syndicales en plus de son travail et il n'a pas de local. L'Air Pritchek n'est pas un professionnel du syndicalisme et selon les statuts de Solidarité, il ne peut pas exercer plus de 2 mandats, soit 4 ans au maximum. Lui aussi pense que Solidarité n'est pas traitée exactement de la même façon que le syndicat officiel. Mais il fera ce qu'il faut pour que ça change. Changement de décor pour le syndicat officiel. Sa présidente appartient au syndicat depuis 27 ans, c'est son 3e mandat de présidente. Elle dispose de 2 bureaux et travaille à plein temps pour le syndicat. Elle est en rapport constant avec la direction.
Pour elle, l'entrée en force de Solidarité dans l'usine n'est pas un désaveu de son organisation qui est très appréciée. Pourtant, elle admet avec amertume que jamais son syndicat n'a eu la force militante de Solidarité. Nos revendications ces dernières années, affirme-t-elle, étaient les mêmes que celles de Solidarité. Mais personne au sommet ne nous a écoutés. Et elle ajoute, je comprends que les gens en aient eu assez d'attendre. Alors, pour montrer sa bonne volonté envers son adversaire, le syndicat officiel a fait un geste. Il a mis provisoirement ses structures au service de Solidarité. Il n'en reste pas moins qu'un monde sépare les deux organisations. L'une a choisi l'avenir, l'autre s'accroche au passé. Quelques télégrammes. Espagne, le chef de la police municipale de Saint-Sébastien, tué dans un attentat. Irlande, 3 condamnations à mort à Dublin, 3 hommes accusés du meurtre d'un policier. URSS, lancement d'un nouveau Soyouz, un vaisseau spatial habité par 3 cosmonautes qui a pour but l'étude de l'espace cosmique. Et puis Jordanie, la fin du sommet arabe qui réunissait à Amman des délégations de 15 pays. Elles ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec tout État qui reconnaîtrait Jérusalem comme capitale d'Israël. La libération de Jérusalem, ont-elles dit, est un devoir pour toute la communauté arabe. Les Arabes qui, par ailleurs, ont fait savoir que la prochaine conférence de l'OPEP se tiendrait bien à Bali, comme prévu, les 15 et 16 décembre. Et le jour même où sont réunis à Bruxelles les ministres de l'énergie de l'Europe des 9, il nous a paru intéressant de faire le point sur l'approvisionnement pétrolier de la France. Pierre-Marie. Dans la grisaille de l'actualité pétrolière, un point de satisfaction, nos besoins en pétrole n'augmentent plus depuis plusieurs années. D'abord parce que nous sommes plus raisonnables, économie d'énergie, et surtout parce que la crise réduit l'activité. Cette année, nous aurons consommé 108 millions de tonnes de pétrole brut, pas plus que l'an dernier. Mais il nous aura coûté 2 fois plus cher parce que le prix de ce pétrole a monté plusieurs fois et le dollar qui sert à le payer aussi. Alors, prix en hausse, mais quantité fixe ou même décroissante, on pouvait raisonnablement être un peu optimiste. Mais depuis 2 ans, d'autres choses ont changé. D'abord, la révolution des ayatollahs qui nous a privés du pétrole iranien. Et puis, fin 79, la guerre Iran-Irak qui détruit l'outil de production. Cette fois, c'est 1/4 de nos approvisionnements qui disparaissent. Alors, les 2 compagnies nationales, la CFP, autrement dit Total, et Elf Aquitaine, ont négocié, parfois difficilement et souvent plus cher, des compensations ailleurs, en Arabie Saoudite surtout. Sur la carte de nos approvisionnements, les chiffres sont en train de glisser. Sans les retenir tous, bien sûr, on peut estimer 1. Que notre dépendance ira croissant vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, pays politiquement et militairement fragile et très dépendant des États-Unis. 2. Que l'essentiel de notre pétrole reste enfermé ici, dans le golfe Persique, derrière le détroit d'Ormuz, lui-même bordé par les champs de bataille iraniens et surveillé par une flotte de guerre anglaise, française, mais surtout américaine. Alors la sécurité de nos approvisionnements, si elle existe, repose en grande partie sur des éléments qui nous sont complètement extérieurs. L'évolution de la guerre et la détermination stratégique américaine dans la région du Golfe. Enfin, toutes ces incertitudes pèsent sur les prix. Si nos approvisionnements pétroliers sont pour l'instant assurés, ils demeurent menacés et ne gardent que cette certitude-là, leur prix. Eh oui, c'est le prix du pétrole qui auront plus que décuplé depuis le premier choc pétrolier en 73, une époque qui vous paraîtra préhistorique quand Philippe Sassier vous aura rappelé qu'il y a 7 ans, on payait 10 francs à peine pour 160 litres de pétrole brut, $2 le baril. Le choc pétrolier est né de la guerre du Kippour en 1973. Dans les sables du Sinaï va disparaître le mythe d'un pétrole facile et bon marché sur lequel l'Occident depuis 30 ans avait bâti sa croissance. Le pétrole va devenir une arme politique aux mains des pays islamiques face à un Occident chrétien et industrialisé. D'un seul coup, les prix vont quadrupler, passant de moins de $3 le baril à près de $11 entre octobre 1973 et janvier 1974. Jusqu'au début de l'année dernière, les prix vont rester sages et augmenter moins vite que l'inflation mondiale. L'Arabie Saoudite, mais aussi l'Iran, empêchant une flambée trop forte. L'arrivée de l'ayatollah Khomeini sur la scène internationale va déclencher le 2e choc pétrolier. Le pétrole redevient une arme politique pour les mollahs qui veulent punir l'Occident d'avoir soutenu le Shah. L'Iran réduit considérablement sa production et l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, ne peut plus faire la loi sur les prix sous peine d'être accusé de pro-occidentalisme provoquant. La hausse va reprendre et elle est actuellement attisée par les effets de la guerre entre l'Irak et l'Iran qui fait craindre à certains un 3e choc pétrolier. Actuellement,
Le baril vaut 2 fois plus cher qu'au printemps de l'an passé et 10 fois plus cher qu'en 1973. La facture pétrolière de la France a suivi la progression du prix du brut. 15 milliards de francs en 1973, 51 milliards en 1976, 72 milliards en 1979, entre 120 et 130 milliards cette année. Les conséquences pour l'économie sont énormes. Il suffit de rouler en voiture pour les comprendre. En 1973, vous partiez en vacances en payant 1,25 franc pour un litre de super. Votre pompiste vous réclamait 2,25 francs en novembre 1976. Le cap des 3 francs était atteint l'an passé. Le même litre coûte aujourd'hui 3,51 francs. C'est le prix d'une bouteille de Bordeaux d'une honorable qualité dans les années 70. Voilà, ces deux données étant rappelées, nous pouvons voir à Bruxelles ce qui s'est dit chez les 9 ministres de l'énergie. La France est représentée par André Giraud, interrogé par Jean-Claude Renaud. Vous savez. Alors le problème consiste à essayer de tirer sur ces stocks de façon ordonnée pour éviter que ceux qui sont dans la plus mauvaise situation se précipitent sur les marchés libres du pétrole et provoquent des hausses injustifiées sur ces marchés qui sont relativement étroits, ces hausses attirant elles-mêmes, bien entendu, la tentation que l'ensemble des prix du pétrole augmente. Alors il était très important de voir si nous serions capables de réaliser un prélèvement ordonné sur les stocks. Et au bout de pas mal de temps, 5h30. 5h30, oui, les représentants de la communauté se sont mis d'accord sur un texte qui dérive d'une proposition française d'ailleurs, et qui consiste à dire que l'on utilisera pour faire face à ce déséquilibre l'excédent des stocks mondiaux, c'est-à-dire la différence entre ce que chacun a et ce qu'il aurait s'il se bornait à couvrir 3 mois de consommation courante. Il y a donc là une différence qui est actuellement relativement élevée quand on prend l'ensemble des excédents, et il a été prévu qu'on tirerait sur ces excédents de façon équitable et comparable. Ça veut dire que les pays de la communauté vont se partager les surplus de stock? Oui, disons que chacun va apporter sa contribution à l'équilibre, mais à une condition cependant, c'est que les autres grands consommateurs en fassent autant, car il ne serait pas très opportun que la communauté laisse dériver ses excédents de stock si il contribuait à augmenter les stocks qui existent ailleurs dans le monde. On continuerait à avoir un déséquilibre et par conséquent un risque de hausse des prix. Donc il va y avoir des concertations avec les autres grands consommateurs. Espérons qu'il sera possible de les convaincre d'adopter une procédure du même ordre. Donc je résume à Bruxelles un accord sur la réduction des stocks pétroliers des 9 excédents 3 mois. Nous avons vu le passé, le présent avec l'actualité d'aujourd'hui. Nous voyons maintenant le futur, et en matière d'essence, le futur c'est aussi la télématique. Regardez ce qui vous attend et ce qui va d'ailleurs entrer prochainement en service à titre expérimental dans 6 stations de la région parisienne. Philippe Dumez. Cette carte et l'équipement que nous avons mis en place, les porteurs de la carte pourront se servir en carburant sans qu'il y ait intervention d'un pompiste ou d'un caissier. Le porteur de la carte se présente devant la borne, il l'introduit dans un lecteur de carte, il frappe son code confidentiel, il est autorisé à prendre du carburant. Il va se servir, il revient à la borne, il prend son ticket. Sur ce ticket, il a toutes les informations concernant la transaction qu'il a effectuée. Et au niveau du paiement? Grâce à ce système, un ordinateur central est placé au siège, vient récupérer les données dans la station et automatiquement la facturation est effectuée. Alors, il y a plusieurs avantages au niveau de la station et pour l'usager. C'est la possibilité de se servir en carburant en l'absence de pompiste ou de caissier, c'est-à-dire que jour et nuit ou pendant les week-ends, il pourra prendre du carburant. Quelle que soit la somme. Quelle que soit la somme. On limite quand même la somme parce que nous souhaitons limiter les risques. Mais le client peut prendre jusqu'à 60 litres de supercarburant, ce qui permet quand même de faire un plein dans n'importe quelle automobile. Et il n'y a plus d'argent qui circule dans une station? Il n'y a plus d'argent dans la station, ce qui est un gros avantage pour le responsable de la station, parce que, en particulier la nuit, les gardiens des stations étaient souvent agressés
Et n'ayant plus de fonds en caisse, il n'y aura plus d'agression. Puisque nous parlons de voitures, il faut savoir, et cela va vous intéresser, que trop de véhicules d'occasion vendus en France sont dangereux. C'est la conclusion d'un livre blanc publié aujourd'hui par la Centrale des particuliers qui met notamment en cause l'absence de contrôle technique pour les voitures déjà accidentées et souvent mal réparées. Jean-Claude Alanic. Toutes les occasions ne sont pas forcément belles, car derrière les carrosseries rutilantes se cachent parfois des voitures habilement retapées. Et pourtant, une voiture accidentée, mal réparée, peut être très dangereuse. Et cela, seul un passage au marbre par un garagiste compétent peut permettre de le savoir. Eh bien, messieurs, vous avez devant vous un spécimen de voiture accidentée qui apparemment ne paraîtrait peut-être pas aussi grave que la réalité, mais dans le cas présent, ça nécessite une dépose complète de la mécanique, un passage au marbre, un reconditionnement total de tout l'avant, mais autrement, elle aura toujours des vices et sera toujours un danger public. Si je comprends bien ce que vous m'expliquez, c'est qu'il y a certains garagistes qui passent pas les voitures au marbre et qui rafistolent un peu la voiture rapidement pour la revendre. Oh là là, oh bah alors là, vous savez, peut-être 40, 50%, je suis peut-être pas trop méchant quand je dis ça. Comme ce garagiste, beaucoup d'automobilistes, 81% selon un sondage, estiment qu'un particulier ne peut pas être certain que sa voiture a été bien réparée après un accident. Certes, tous les véhicules accidentés sont examinés par des experts, ceci à la demande des assurances, mais avant les réparations. Aucun contrôle n'est prévu après. Ce qui veut dire concrètement qu'en France, on peut vendre à peu près n'importe quoi. Et c'est ainsi que notre pays devient peu à peu le dépotoir des voitures d'occasion étrangères refusées en Belgique, en Suisse ou en Allemagne. Et le comble, c'est que l'État lui-même donne parfois le mauvais exemple dans les ventes des domaines. On pourrait aussi, laissons-nous aller, imaginer que l'État, à son tour, que les pouvoirs publics, à leur tour, s'interdisent de vendre des véhicules dangereux par l'intermédiaire des domaines ou par l'intermédiaire des ventes judiciaires. À l'heure actuelle, personne ne peut les en empêcher. C'est véritablement, je le répète, le mot n'est pas trop fort, un scandale. Alors, en attendant un contrôle de sécurité obligatoire sur toutes les voitures accidentées, sachez qu'actuellement, il y a à peu près 500 000 voitures d'occasion bonnes pour la casse. Manifestation des objecteurs de conscience. Aujourd'hui à Paris, 7 d'entre eux ont occupé l'ambassade d'Islande en réclamant notamment le droit à l'objection de conscience collective. Et puis la condamnation à mort de Jean-Jacques Nicolas hier dans la soirée à Charleville. On l'accusait du meurtre d'un jeune moniteur de gymnastique. Les jurés des Ardennes sont allés au-delà du réquisitoire de l'avocat général qui avait réclamé la détention à perpétuité. C'est la 4e condamnation à mort en un peu plus d'un mois et cela prouve de manière évidente une évolution brutale de l'opinion telle qu'elle est représentée par les jurés. Paul Lefebvre. Évolution, on peut même dire un revirement, un véritable mouvement de bascule, si l'on se souvient que depuis plus de 2 ans, plusieurs jurys répartis aux 4 coins de la France avaient repoussé la peine de mort. Depuis 6 semaines, c'est l'inverse, et à mon avis pour 3 raisons. La première, les nouveaux jurés. Auparavant, les jurés étaient choisis entre guillemets, par les maires, parmi les citoyens de bonne vie et mœurs. Sans aller trop loin dans la définition, les jurys étaient plus âgés, plus masculins, plus notables. Depuis le 1er janvier 1980, les jurés proviennent directement par tirage au sort des listes électorales, donc plus de jeunes, plus de femmes, on l'a constaté, et donc des jurés plus populaires, plus sensibles au mouvement de l'opinion. Deuxième raison, les campagnes déclenchées successivement depuis quelques années par les partisans de l'abolition de la peine de mort ont sans doute créé un choc en retour, une sorte de contre-passion beaucoup plus facile à assumer, à accepter par l'opinion publique que l'abolition de la peine de mort. Et puis troisième raison, le climat d'insécurité créé par l'augmentation de la petite criminalité qui fait apparaître la peine de mort comme une sorte d'exorcisme de la peur. Un bijoutier de Nice tué dans sa boutique cet après-midi par un malfaiteur qui a réussi à prendre la fuite. Et puis un meurtre qui fait parler, celui du régisseur de Coluche qui travaillait avec lui depuis longtemps et que l'on a retrouvé dans une carrière de Gournay-sur-Marne. Coluche a été entendu pendant 2 heures, la brigade criminelle. Pour lui, son ami a été victime d'une agression crapuleuse. Ah, je le connais je travaille avec lui depuis 6 ans, il est régisseur, éclairagiste. Je le connais depuis 6 ans, oui, et mon producteur a travaillé avec lui déjà depuis 10 ans. Il avait la même fonction chez Claude François, chez Thierry Luron. Et vous le connaissiez des amis, ce sont des... Non, il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais parlé de... On n'a jamais entendu parler ni de menaces, ni de rien de...
Mais même pour moi, d'ailleurs, il n'a jamais été question vraiment de menace, même depuis que j'ai démarré la campagne. Donc, pourquoi tout d'un coup, moi je crois plus, enfin je sais pas. Et Coluche d'annuler son spectacle de ce soir. Politique, première déclaration de Raymond Barre à propos du froid que l'on avait cru noter dans ses rapports avec le chef de l'État, une déclaration qu'il a réservée à l'agence centrale de presse, la CP. Le Premier ministre ne mâche pas ses mots, le microcosme est rentré récemment en ébullition, dit-il. Il s'ébroue et vaticine à l'occasion d'un montage savant et d'une interprétation subtile des propos publics ou privés détachés du contexte dans lequel je les ai tenus. Conclusion de Raymond Barre, tous les Français ont pu observer depuis 4 ans mon attitude à l'égard des institutions. Ils savent que ce sera celle de demain et d'après. Raymond Barre, dont la politique économique est jugée sévèrement par André Bergeron, le leader de Force ouvrière, estime que la situation est très grave, plus grave même que celle que nous avons connue au cours des années 30. Pour sa part, le ministre du Travail, Jean Matteoli, estimait qu'il n'y avait pas d'autre solution aux problèmes sociaux du pays que la participation. Le ministre commentait le décret d'application paru aujourd'hui sur la loi de distribution à propos de la distribution gratuite d'actions aux salariés. La préparation des présidentielles avec un appel de plusieurs écologistes à une candidature unique qui irait donc au-delà de celle de Brice Lalonde, Jean-Claude Delarue et Roger Garaudy. Ce serait la candidature du commandant Cousteau. Et puis la réaction d'Alain Peyrefitte à propos de la déclaration de Robert Gallet qui hier soir avait dit que tous les ministres RPR voteraient Giscard en avril prochain. Il dit, comme je l'ai déjà dit, on ne fait pas un plan de table 6 mois avant le repas et sans savoir qui sont les invités. Bref, il refuse de se prononcer aujourd'hui. Enfin, la journée d'action de la CGT aujourd'hui à propos de la revalorisation des bas salaires. Michel Debré à Versailles, en matière économique, tout clignote, le rouge est mis, dit-il. Les législatives partielles, les communistes de Villefranche de Rouergue refusent d'obéir aux consignes d'abstention de leur fédération départementale. Ils ont donc appelé à voter pour le candidat radical de gauche, s'opposant ainsi à leur état-major. Et puis la Fédération française de l'agriculture appelle d'ores et déjà à voter contre le candidat Giscard d'Estaing. Pour l'heure, le chef de l'État, qui n'est pas encore candidat, inaugurait cet après-midi une exposition sur les métiers d'art au musée des arts décoratifs. Ils permettent, a-t-il dit, d'éviter que les nations avancées dissolvent leur identité dans un modèle uniforme de production et de consommation. En 5 ans, a-t-il ajouté, 80 mesures ont été prises en faveur de l'artisanat d'art. L'art, nous allons maintenant en parler à notre manière avec, non pas un artisan, mais une artiste dont les photos se sont vendues hier soir à prix d'or. Il s'agit de Brigitte Bardot. La plus chère d'entre elles a été adjugée 5 000 francs. Comme vous le voyez, Brigitte Bardot est encore très cotée. Jean-Jacques Dufour et Christian Hiroux ont dévoré les photos des yeux. Parmi ces photos, dit Brigitte Bardot, il en est une qui est le résumé de ma carrière. Sur le plateau de Boulevard du Rhum, toute une équipe de cinéma s'affaire, s'agite, et moi, assise un peu à l'écart, leur tournant le dos, je rêve de vacances calmes. Est-ce que vous savez combien vous avez eu de photos dans votre vie? Enfin non, sûrement pas. Des milliers, beaucoup trop de reste. Est-ce que vous avez eu déjà à vous plaindre des photographes? Ah, c'est-à-dire qu'il y a photographe et photographe. Je ne supporte pas qu'on me vole des photos à mon insu dans la rue ou autre part comme ça. Par contre, il y a un certain type de photos comme celle que fait Guylain Dussart, Jiki, qui sont vraiment des œuvres, presque des œuvres d'art, enfin. C'est celles qui seront vendues aux enchères. Oui, c'est celles-là qui seront vendues aux enchères. Au bénéfice des animaux, bien sûr, oui. Du Fonds mondial pour la nature qui va employer cet argent en accord avec tout le monde pour sauver les derniers ours des Pyrénées. Il y a 30 ours dans les Pyrénées qui n'arrivent pas tellement à se reproduire et bon, qu'il faut nourrir et protéger. Et on a décidé que cet argent sauverait les ours. Est-ce que vous avez une photo favorite? J'en ai, mais je l'ai gardée pour moi. Cela dit, elle n'est pas plus jolie que les autres, mais simplement elle me rappelle un joli souvenir avec un petit canard. Je pense que ce qui caractérise surtout Brigitte, c'est son anticonformisme. Donc j'ai toujours fait des photos naturelles. Et les quelques photos sophistiquées qu'il y a eu, c'était un jeu entre elle et moi. On faisait de la sophistication uniquement pour rigoler.
Dites-moi, vous me disiez tout à l'heure que ça vous faisait un drôle d'effet d'être sous nos projecteurs. Oui, il y a 7 ans que j'ai pas fait de film et j'ai complètement abandonné le cinéma. Et maintenant, comme je suis une fermière et une paysanne, c'est drôle pour une paysanne d'être sous les projecteurs, effectivement. Alors l'inévitable question, le cinéma désormais complètement fini. Bah, vous savez, si au bout de 7 ans, j'ai pas recommencé, je pense que je recommencerai plus. Puis si vous savez qui est le petit canard, vous pouvez toujours nous téléphoner. Le tiercé d'aujourd'hui à Vincennes, le 19, le 9 et le 12, rapporte un peu plus de 2500 francs, vous voyez, à ceux qui ont joué dans le bon ordre, et 500 francs à ceux qui ont choisi un ordre différent. Sport, c'est maintenant officiel, le Tour d'Italie et le Tour de France seront désormais ouverts aux amateurs de plus de 23 ans, ce qui devrait permettre de voir les coureurs des pays de l'Est, principalement les soviétiques et les Polonais, affronter les meilleurs professionnels. La météo maintenant, Laurent Broumède, avec une assez mauvaise nouvelle, il va faire à nouveau froid, et très froid même. Oui, c'est le retour de l'hiver. En effet, que se passe-t-il? Un tourbillon de mauvais temps sur l'Europe. Et puis de l'autre côté, ici, dans l'ouest, un anticyclone. Que se passe-t-il entre les deux? L'air est inspiré du nord, de l'air froid, de plus en plus froid. D'autant plus que cet air stable qui est sur l'Atlantique va arriver sur le pays à partir de dimanche et va figer sur place la froidure, permettant au thermomètre de descendre localement jusqu'à moins 10 degrés. Alors, voyons d'abord pour demain. D'abord le matin dans l'est du Jura, jusqu'aux Alpes et jusqu'aux régions méditerranéennes, quelques éclaircies et des gelées jusqu'à moins 4 degrés, et arrivée très rapide d'une zone de nuages, beaucoup de nuages avec des pluies et de la neige en montagne au-dessus de 500 mètres et même parfois en plaine. Autre région, eh bien, au sud de la Loire, dans l'ouest et une partie de l'est du pays, tout le centre, un temps très médiocre, beaucoup de nuages, des pluies et de la neige encore en montagne, en particulier au nord du Massif central et des Pyrénées. Et puis enfin, au nord de la Loire, cette fois un temps très instable dès le matin, avec beaucoup de nuages le plus souvent, quelques rayons de soleil, vous le voyez, mais surtout des giboulées, des averses, de pluie, mais le plus souvent de neige, si vous le dire qu'il fera un peu plus froid. Pour samedi maintenant, et bien sur tout le pays, c'est ce temps-là qui va se généraliser, instable, souvent nuageux, très nuageux avec quelques passages de soleil et des giboulées de pluie et surtout de neige dégelée le matin en toute région, sauf près des côtes. Enfin, à partir de dimanche, on peut penser que le froid va persister et même s'intensifier en toute région, avec donc, je vous le disais, dans l'est et le nord-est et le centre, des risques de gelée jusqu'à moins 10 ou moins 13 degrés, vous voyez, ce n'est pas très agréable. Bouh. Bien, Hervé Claude, dernière édition vers 23h30, antenne de midi à 12h45 demain, et puis si vous le voulez bien, nous nous retrouvons à 20h. Bonsoir à tous.